chère Anne-Sophie. Je vais avoir du mal à vous voyez pendant la présentation, mais je vais lire ce qui est écrit. Donc, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Si vous étiez un restaurant à l'image de votre société, les Nutritives, comment se présenterait-il ? Je crois qu'il serait pour le moins atypique et en fait très innovant. À la fois jardin potager, cuisine, laboratoire, espace cognitico-thérapeutique et univers sensoriel immersif. Docteur en sciences de l'Université Côte d'Azur, votre objet de science et d'investigation, nos assiettes. Votre vitrine, ou plutôt votre ambassadeur, le sourire. Vous portez sur votre visage un échantillon de ce que vous promeuvez, indéniablement. Ce matin, vous avez décidé de prendre soin de nous, tout en donnant quelques coups de canif dans nos préjugés. Enseignez-nous à faire de même pour nous et les autres, et pour tout le monde. Le sauver commencerait donc par nos assiettes. À vous, Anne-Sophie. Merci beaucoup. Bonjour, merci d'être présent aujourd'hui. Donc, lourde tâche pour introduire le temps du repas. J'aime introduire déjà en posant une première question. Qui parmi vous a déjà eu la douloureuse expérience de se tromper de carburant dans son véhicule ? Ah, c'est déjà arrivé. Généralement, ça arrive et on s'en souvient assez bien. On a les petits sourires un peu en se disant « Ouf, c'était pas une expérience très agréable ». Et pourtant, c'est ce qu'on fait tous les jours avec notre corps. Nous lui donnons le mauvais carburant. Résultat, fatigue, inflammation, troubles chroniques jusqu'à la panne. D'après certaines études, jusqu'à 60% des maladies chroniques actuelles pourraient être évitées uniquement en modifiant notre alimentation et notre hygiène de vie. Ça porte à réfléchir. Mais au fait, bien manger pour qui et pourquoi ? Si on regarde dans le dictionnaire le verbe manger, ça renvoie à deux autres verbes qui sont s'alimenter et se nourrir. Et si on pense à l'alimentation de la batterie de nos précieux outils technologiques, l'objectif principal est de leur conférer suffisamment d'énergie pour qu'ils puissent remplir leurs fonctions. C'est plus ou moins le même principe dans le corps, en tout cas le principe est le même. C'est finalement l'acte de consommer des aliments pour fournir au corps les nutriments nécessaires à son fonctionnement et à sa croissance. Je vous invite à fermer les yeux et à repenser à votre dernier repas. Ça peut être celui de ce matin, ça peut être celui d'hier soir. À repenser dans quel contexte vous l'avez pris. Qu'est-ce que vous avez mangé ? En combien de temps ? Quelle était l'odeur, la saveur, la texture en bouche ? Bien souvent, l'acte de manger est un acte qu'on va remplir pour l'aspect social, pour l'aspect culturel, un impératif, un acte où on se remplit, on se baffe, on s'empiffre, on bouffe. Mais on en oublie le caractère profondément vital de manger. C'est vital et on a besoin d'énergie pour ça. Comment ça fonctionne ? Finalement, l'énergie dans nos assiettes est mesurée par une première valeur qui est la calorie. La calorie, c'est une valeur qui va nous donner certes l'énergie, mais qui va nous donner aucune représentation sur la densité ou la qualité nutritionnelle des aliments. Une cuillère à café de beurre n'est pas du tout la même chose qu'une cuillère à café d'huile d'olive qu'on va avoir dans l'assiette. La densité nutritionnelle est complètement différente et la réponse aux besoins nutritionnels diffère là encore. Les nutriments, on en parle beaucoup, mais ils sont de deux grandes familles principales. On a les macronutriments. Les macronutriments, ce sont des aliments qu'on voit, qu'on peut percevoir, qu'on mange en quantité, mais qui sont complètement bafoués dans notre société moderne puisqu'ils sont victimes de la calorie vide, l'ère de la calorie vide. Il y a des fibres, des glucides, des lipides, des protéines, mais ils ne répondent pas aux besoins profondément physiologiques de notre corps. À côté de ça, on a les micronutriments. Les micronutriments, ils valent 0 calorie. On ne les considère pas, ce sont les délaissés de l'assiette, les oubliés. Et pourtant, ils participent à de nombreuses réactions biochimiques qui sont essentielles dans le corps. Ce sont les vitamines, les minéraux, les antioxydants, les polyphénols, notamment. Ces nutriments, une fois qu'on les a ingérés, ils vont être traités par des organites spécifiques dans nos cellules qui s'appellent les mitochondries. Ces mitochondries, leur objectif principal est de pouvoir transformer au feu de l'oxygène que nous respirons, telle une centrale énergétique, le glucose, les acides gras et les acides aminés en une monnaie énergétique du corps qu'on appelle l'adénosine triphosphate. Cette monnaie énergétique, on va en reparler, elle est importante et elle est fondamentale. Ces mitochondries sont différemment réparties dans le corps selon les organes. Forcément, on les retrouve en densité importante au niveau des organes vitaux, le cerveau, le cœur, mais aussi le tissu adipeux et aussi les intestins, le second siège de notre système immunitaire. Le premier siège, dirons-nous. On parle beaucoup de nutriments, mais concrètement, que sont-ils ?
Les lipides en premier lieu. Les lipides, ce sont les mal-aimés de notre assiette, trop souvent associés au cholestérol, à ce qui est calorique, à la prise de poids, alors que pourtant, ils ont un rôle fondamental dans le corps. Pourquoi un rôle fondamental? Déjà, en premier lieu, c'est un rôle énergétique. C'est un combustible de choix et ultra puissant selon sa qualité. On a parlé de l'adénosine triphosphate. Une unité de lipide va permettre d'obtenir 80 jusqu'à 200 unités d'adénosine triphosphate. Donc le rendement énergétique de 1 pour 200 est plutôt intéressant. C'est en premier lieu un combustible. À côté de ça, les lipides vont avoir un rôle de régulation de la température corporelle. Ils vont également être un isolant, une réserve énergétique dans laquelle puiser lorsqu'on en a besoin. Grossesse, allaitement, période de famine. Mais aussi, ils vont avoir un rôle fondamental dans la composition de nos membranes cellulaires. Nous sommes faits d'un amas de cellules qui vont composer nos organes, nos tissus, l'organisme que nous sommes. Et toutes ces cellules sont délimitées de l'espace extérieur par une double membrane lipidique. Notre information génétique, elle aussi, est délimitée par ces lipides, justement. Selon la qualité des lipides qu'on va consommer, forcément, la qualité de nos membranes sera différente. Et la qualité des échanges intra- et extracellulaires aussi. Les lipides, principalement, ce sont des acides gras qui peuvent se résumer en 4 grandes familles qu'on va parcourir ensemble. Mais en premier lieu, leur rôle essentiel, c'est de pouvoir produire de l'énergie, on l'a dit. Comment est-ce qu'ils produisent de l'énergie? Au plus, ils vont être insaturés, avoir une insaturation dans leur structure, au plus, ils pourront être oxydés et produire cette monnaie énergétique dont on a tant besoin dans le corps. Donc ça, c'est déjà une première caractéristique sur nos lipides. Donc 4 grandes familles, je l'ai dit. Désolée, ce matin, je sais que vous avez commencé le petit déjeuner avec pas mal de viennoiseries. On va en parler. La prochaine fois, je vais parler d'oléagineux. Alors, les acides gras trans, ce sont des acides gras qui sont très peu présents dans notre alimentation à l'état naturel. Ils le sont par les industriels qui ont développé un procédé d'hydrogénation qui a permis de rendre l'huile liquide en un corps gras qui est solide. Ce corps gras solide, on l'imagine, il est beaucoup plus facile à utiliser puisque du coup, il n'est pas sensible à l'oxydation et derrière, il peut s'utiliser à la place du beurre qui est beaucoup plus cher. Donc on va l'utiliser dans tous les produits qui vont utiliser le beurre à l'origine, les viennoiseries, les biscuits, les aliments frits, les barres énergétiques, mais aussi les pâtes à tartiner, les pâtes à tarte, fond de tarte. Ces acides gras trans, ce sont forcément un combustible que le corps ne peut pas utiliser puisque ce n'est pas un combustible qu'il connaît. C'est responsable, d'après l'OMS, de plus de 278 000 décès par an précoces, juste par la consommation et l'exposition à ces acides gras trans. On est plus de 5 millions à être exposés à ces acides gras et ils n'ont aucune obligation d'étiquetage en France. Pour certains, ça va être mentionné en huile végétale hydrogénée ou partiellement hydrogénée. Vous verrez, sur certains produits, c'est le cas. Pour d'autres, ça n'est pas mentionné. Si vous faites fumer votre huile d'olive dans votre cuisine, ça devient un acide gras trans. Là encore, c'est problématique. On a ensuite les acides gras saturés. Les acides gras saturés, comme leur nom l'indique, ils n'ont aucune insaturation, ils sont saturés. Donc on ne va pas réussir à les oxyder pour produire de l'énergie. Ce n'est pas une source d'énergie d'intérêt, donc le corps va le garder de côté en réserve énergétique en cas de besoin. L'autre problème par rapport à ça, c'est qu'ils sont rigides, donc ils vont rigidifier les membranes de nos cellules et les interactions entre nos cellules et entre les différents organites de notre corps vont être ralenties. Si on imagine les globules rouges qui doivent passer dans les microcapillaires sanguins, le fait que leurs membranes soient rigidifiées fait qu'ils ont beaucoup plus de mal à passer, et la suite, on la connaît malheureusement. À côté de ça, on arrive vers des acides gras qui nous intéressent un peu plus. On a les monoinsaturés, qui dit monoinsaturé, insaturation, on arrive à produire de l'énergie, tout en ayant malgré tout une bonne résistance à la chaleur et à l'oxydation de ces acides gras. Ce sont des acides gras de choix pour tout ce qui va être cuisson, donc typiquement l'huile d'olive, on est dans la bonne région pour, c'est une huile d'olive qu'on va utiliser pour la cuisine. Et tous les dérivés de l'huile d'olive et de l'avocat aussi. Et ensuite, on arrive à ceux qui nous intéressent le plus, les polyinsaturés qui sont aussi des acides gras essentiels. Qui dit essentiel dit qu'on est obligé de les apporter par l'alimentation. Le corps n'est pas en capacité de les produire. 2 grandes familles, on a les oméga 3. Les oméga 3, ce sont ceux qui nous intéressent le plus, très insaturés, avec un rendement énergétique considérable. On peut avoir de 1 jusqu'à 200 unités d'ATP. Derrière, on va avoir donc une grande capacité de combustion et une grande fluidité des membranes. Ça va faciliter les échanges, notamment au niveau cérébral. C'est quoi? Ce sont les graines de chia, les graines de lin, tout ce qui va être dérivé du lin et du chia, aussi les oléagineux et les poissons gras.
Les oméga-6, eux aussi, sont intéressants. Le problème aujourd'hui, c'est qu'ils sont surreprésentés dans notre alimentation moderne. Les oméga-6, ça va être l'huile de tournesol, l'huile de maïs, l'huile d'arachide et tous les dérivés. Beaucoup de produits industriels utilisent ce type d'huile. Ces oméga-6, ils sont essentiels. Ils apportent de l'inflammation, là où les oméga-3 vont apporter de l'anti-inflammatoire. L'inflammation est fondamentale. On en a besoin pour se battre contre certains ravageurs. Mais c'est à l'excès qu'elle devient problématique. Aujourd'hui, la quantité qui devrait être normale, c'est un ratio de 1 molécule d'oméga-3 pour 4 molécules d'oméga-6. Dans notre alimentation moderne, on est plutôt à 1 pour 20. Donc le déséquilibre est complet, ce qui permet d'expliquer pourquoi l'inflammation s'installe, ce qui est la source de toutes les maladies dites de civilisation. L'enjeu avec nos lipides, c'est donc de ne pas manger moins gras, mais de mieux manger gras et de rééquilibrer dans l'assiette les différentes natures de lipides qu'on peut avoir, en optimisant l'apport en oméga-3, en acides gras monoinsaturés, aussi appelés oméga-9, et en réduisant tout ce qui va être apport d'acides gras saturés et oméga-6, et surtout en supprimant les trans, autant que possible. Les glucides maintenant. Je ne sais pas si vous connaissez la quantité qu'on consomme à peu près par an et par personne, mais il y a 75 ans, on était autour de 5 kilos à peu près. Aujourd'hui, on est autour de 30-35. La génétique n'évolue pas aussi vite, elle n'évolue pas en 75 ans. Donc la génétique ne peut pas s'adapter à des pareilles quantités. Aux États-Unis, c'est 50 kilos par an et par personne. Donc aujourd'hui, les glucides sont plus que jamais importants de pouvoir les comprendre pour mieux les utiliser, puisqu'ils ne se résument pas qu'au sucre. Déjà, premier point, ils ne sont pas essentiels. Donc on n'est pas obligé de les avoir dans l'alimentation, on peut les produire dans le corps avec d'autres apports alimentaires. Ça reste une bonne source de combustible. Une unité de glucides va donner 36 à 38 unités d'ATP, cette monnaie énergétique de notre corps. Deux grandes familles. Les glucides simples, ce sont les glucides à digestion rapide. Ça s'assimile à du sucre. Typiquement, les céréales raffinées sont des glucides simples, contrairement à ce qu'on a pu penser. Une bonne baguette blanche bien aérée, c'est un glucide simple. Les glucides complexes, quant à eux, qui sont beaucoup plus riches en fibres, vont avoir une digestion contrôlée dans le temps et eux vont avoir une densité nutritionnelle d'intérêt. Comment ça se passe sur une journée concrètement? Si je prends le cas classique d'une alimentation moderne qu'on pourrait avoir en France, on va commencer par le classique petit déjeuner français, une bonne tranche de pain blanc avec de la confiture. Une bonne dose de sucre directement assimilable. Le problème, c'est que comme il y a trop de sucre dans le sang, le corps ne peut pas l'utiliser pour produire de l'énergie. Il y a trop de sucre, l'objectif c'est de pouvoir le ranger, le classer rapidement pour que l'homéostasie revienne à la normale, les taux reviennent à la normale. Donc il va produire de l'insuline en réaction par le pancréas. Cette insuline va induire deux problèmes, c'est que derrière, on a une hypoglycémie réactionnelle, on a une chute de la glycémie, l'envie de remanger, une fringale, de la fatigue, et à côté de ça, l'insuline, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va stocker cette énergie, et ça n'est pas une énergie qui est utilisable. On ne va pas la convertir en un combustible. Et là, sur la journée, on le voit typiquement avec les aliments soufflés qui ont souvent été promus comme étant des aliments santé, ce sont aussi des glucides simples. Ça fait également augmenter la glycémie dans le sang. Quels sont-ils, ces différents glucides? Les glucides complexes, ce sont les IGBA, tout ce qui est fruits, légumes, les céréales complètes, semi-complètes, les légumineuses, aussi appelées légumes secs, pardon. Et à côté de ça, tout ce qui est IGO, ce qu'on oublie un peu souvent, c'est que la pomme de terre en fait partie. C'est assimilable à un glucide simple. Et puis bien sûr, après, tout ce qui est soda et puis pain blanc. Donc globalement, là encore, l'essentiel, c'est de pouvoir revenir à une consommation qui soit raisonnée. Il existe des tas d'astuces par rapport à ça. J'en ai beaucoup à vous transmettre. Déjà, dans l'assiette, avoir plus de fibres, aller vers des glucides plus complexes, avoir une matrice avec notamment des protéines. La cuisson, on peut la réduire pour éviter d'avoir des glucides trop simples. La maturité, on peut la réduire là encore. Et ce qui est important à noter, c'est que l'OMS recommande 25 grammes de sucre par jour. C'est 5 sucres. On en est à 100 grammes en moyenne aujourd'hui. Et moi, ce que j'aime dire, c'est pas qu'il faut se dire c'est pas bien ou quoi que ce soit, c'est la dose qui fait le poison et il existe des tas d'alternatives où il est possible de sucrer différemment. Les légumes sont une très belle source, les épices et aromates, eux aussi. Il est vraiment possible de sucrer, mais différemment, en redécouvrant ce que le patrimoine régional a à offrir et surtout en ayant de la saveur différemment. Les protéines, quant à elles, là encore, le déséquilibre depuis une centaine d'années est vraiment présent. On observe qu'en 100 ans, 110 ans, on a à peu près multiplié par 4 notre consommation de viande. Là, on a divisé par 10 notre consommation de légumineuses.
Donc ça, c'est un vrai problème encore par rapport à la génétique. En moyenne, on est aujourd'hui à 1,6 kg de légumineuses par an et par personne, contre 80 kg de viande. Donc là encore, c'est le déséquilibre qui pose problème. L'OMS et l'ANSES s'accordent à dire qu'on a 2 fois trop de protéines animales aujourd'hui dans notre assiette. Et de protéines d'ailleurs au global. Donc les protéines, ça s'apparente à des colliers de perles. Les perles sont des acides aminés. Il y en a 9 qui sont essentiels, qui doivent être apportés par l'alimentation. À quoi est-ce qu'on peut les comparer aussi? C'est à une construction. Dans cette construction, on a besoin de briques. Les protéines sont ces briques, là où les lipides seront le ciment de la construction. Donc le rôle premier des protéines n'est pas forcément énergétique, mais bien plus structural et fonctionnel. Ça va être tout ce qui est os, peau, muscles. Tout ça, c'est constitué de protéines. Tous nos transmetteurs, nos messagers enzymatiques vont être des protéines pour assurer tout ce qui va être communication. Nos défenses immunitaires, les globules blancs, les anticorps sont aussi des protéines. Donc ils interviennent à des tas d'aspects de notre corps. Il est plus que jamais essentiel de pouvoir les considérer tels que leur qualité le permet aujourd'hui. Les protéines animales, donc, comme je l'ai dit, sont surreprésentées aujourd'hui dans notre assiette. Elles ont deux avantages principaux. C'est d'avoir un profil protéique complet, donc elles ont les 9 acides aminés dans leur composition, essentielle, et elles sont riches en certains micronutriments qui peuvent manquer dans une alimentation à tendance végétarienne, la vitamine B12, le zinc et le fer. À côté de ça, et surtout associé à l'agriculture intensive qui s'est développée ces dernières années pour la demande, pour répondre à la demande, qu'est-ce qui se passe avec ces protéines? C'est qu'elles sont très riches déjà en mauvais lipides, en graisses saturées et en oméga 6, on en a parlé tout à l'heure. À côté de ça, elles sont très riches en endotoxines, qui sont des toxines qui vont se développer par la façon même de développer la protéine. Comment l'animal est nourri, comment il est médiqué, comment il est traité. Les métaux lourds, on le sait aujourd'hui, nos mers sont polluées. Donc tout ce qui est poisson, là, avec la chaîne alimentaire, on va avoir des poissons qui sont de plus en plus riches en métaux lourds. On a de moins en moins de facilité à les recommander dans l'assiette. Les polluants, toutes les protéines animales quasiment sont emballées dans du plastique. Le plastique, le gras solubilise les perturbateurs endocriniens. Donc le plastique en contact avec la viande solubilise les perturbateurs. Et la cuisson, souvent c'est une cuisson assez agressive pour ce type de protéines. On la met au barbecue, on la met à la poêle, ça crame un petit peu, composé carcinogène qui se développe. Donc là, on est vraiment sur un bénéfice-risque qui est d'une qualité dépendante. Ce que j'invite sur cette protéine, c'est à retourner vers une qualité plus qu'une quantité. Aller redécouvrir ce que les producteurs indépendants ont à nous proposer avec de l'agriculture plus extensive et plus régénérative. On a un vrai pouvoir par rapport à notre assiette sur le sujet. Les protéines végétales, elles ont tout pour plaire, donc il faut vraiment aller vers elles, les redécouvrir en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Elles sont très riches en micronutriments. Ces micronutriments vont être exacerbés par le simple fait de les tremper et de les faire germer. On a déjà vu à l'école parfois les lentilles germer, c'est très facile à faire. À côté de ça, ce sont des sources immanquables de fibres. Là encore, on en manque beaucoup dans notre assiette aujourd'hui. Ça va apporter de la satiété, de la santé intestinale. On a quasiment autant de microbes dans notre corps que de cellules, si ce n'est plus. Ces microbes, il faut les nourrir. Et avec quoi on les nourrit? On les nourrit avec les fibres. Et les fibres manquent trop dans notre assiette aujourd'hui. Bien sûr, elles sont riches aussi en glucides complexes, satiétogènes et en bons lipides. Par contre, 2 points de vigilance sur ces protéines, c'est qu'elles ont un profil protéique incomplet, donc à part 4 qui sont l'amarante, le quinoa, le chia et le soja, toutes doivent être associées à une céréale pour avoir l'apport protéique, en tout cas en acides aminés essentiels, qui soit dans l'assiette, assuré. Et le faible taux en B12, zinc et fer, qui sont souvent déficitaires, sauf le fer, qui sont à contrôler quand on a une alimentation qui est plus à tendance végétale. Malgré tout, ça reste une bonne balance bénéfice-risque. Donc là encore, c'est ce déséquilibre qui pose problème, la dose qui fait le poison. Et j'aime parler de ces zones bleues dans le monde. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ces zones bleues, elles sont étudiées par les scientifiques pour une longévité record en bonne santé. Et quand on analyse, certes, ce n'est pas uniquement l'alimentation, mais c'est un des 4 piliers. Et quand on analyse leur alimentation, cette alimentation est à 84% faite de végétaux. Et par végétaux, j'entends, bien sûr, il y a des glucides, bien sûr, il y a des légumineuses, il y a des fruits et des légumes, mais à 84%. Et à côté de ça, la part animale est de 3 à 4% seulement. Donc le déséquilibre, il est vraiment présent aujourd'hui au sein de notre alimentation.
Les micronutriments, ils sont variés. Je ne vais pas tous les citer, la liste n'est pas exhaustive ici, mais juste quelques-uns sur lesquels se focaliser. Le zinc, on en est tous déficitaires et il est fondamental pour tout ce qui va être anabolisme. Pour synthétiser de la protéine, on a besoin de zinc. Si on n'en a pas dans notre assiette, clairement, ça manque. Et donc, l'aspect renouvellement, multiplication cellulaire se fait plus difficilement. Les vitamines B et le magnésium, ce sont tous des cofacteurs de toutes les étapes pour produire de l'énergie. Vous vous rappelez les nutriments, l'ATP, l'adénosine triphosphate, on a besoin de tous ces nutriments pour produire de l'énergie. L'iode, qui est également fondamental dans la synthèse des hormones thyroïdiennes. Et à côté de ça, il y a les polyphénols, mes petits chouchous. Pour le coup, ce sont des composés que les plantes vont synthétiser face à un stress pour se défendre. Et on a 35% de nos gènes en commun avec les plantes, et donc ces composés antioxydants qu'elles vont synthétiser vont être profondément bénéfiques pour notre alimentation et pour notre corps. Donc les polyphénols, ce sont tout ce qui sont aliments colorés, grenades, baies, chocolat noir, thé vert. Une bonne occasion de justifier le chocolat dans notre assiette. On l'a vu, se nourrir est un besoin, mais savoir manger, c'est un véritable art. Donc l'objectif ici, c'est de pouvoir résumer dans quelques lignes ce que je vous invite vraiment à explorer dans votre assiette. En premier lieu, des légumes et des fruits frais à profusion. Ça devrait composer 50% de notre assiette. C'est loin d'être le cas aujourd'hui. Allez redécouvrir tout ce que l'aspect saisonnalité et localité a à nous offrir. Si on va à la rencontre des petits producteurs, il y a énormément de diversité. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de qualité dans ces aliments et les producteurs sont enclins aussi à vous donner des recettes pour essayer de les cuisiner. Véritablement, mettez un arc-en-ciel de couleurs dans votre assiette. Ces couleurs, elles ont chacun un bénéfice et un intérêt pour votre corps. Allez les redécouvrir, dupliquer les recettes, faites en sucré et en salé, ça marche très bien avec les légumes. Il existe plein de choses pour les accommoder. À côté de ça, les glucides complexes. Si je parle uniquement des céréales, il en existe là encore une grande diversité. Ne restez pas sur des pâtes ou du riz. Il existe le teff, le sorgho, l'amarante, le millet, le petit épeautre, le grand épeautre. Il y en a énormément de différentes. Là encore, si vous allez rien qu'en magasin bio ou auprès des producteurs, vous allez découvrir que la panoplie de palettes, de saveurs à rediversifier dans votre assiette est très riche. Optez pour des graisses saines de qualité. On a parlé du plastique qui solubilise les perturbateurs endocriniens. Choisissez des huiles d'olive, première pression à froid, biologiques, qui soient dans des packagings en verre teinté, pour préserver tous ces oméga-3 qui sont aussi sensibles à la chaleur. Tous les oméga-3, jamais en cuisson, toujours conservés au frais. Et par contre, l'huile d'olive, là encore, dans des packagings en verre teinté. Et à côté de ça, les lipides, il en existe là encore plein d'autres. Les graines de courge, les huiles d'olive maturées, on en a énormément. J'en avais préparé tout un listing dans ma tête, j'ai oublié, mais il y en a beaucoup. Et à côté de ça, les protéines végétales aussi. J'aime dire qu'on aime voyager, peut-être vous aimez voyager. Il est possible de voyager dans son assiette. La protéine végétale, en tout cas la légumineuse, est la base de beaucoup de plats traditionnels mondiaux. Allez les redécouvrir pour réapprendre à les cuisiner. On en a besoin. Et là encore, la diversité est très large. Ce n'est pas uniquement les pois chiches ou les fèves ou encore les haricots. Il en existe énormément. Ne négligez pas les micronutriments et les fibres. Aujourd'hui, ils sont trop absents de nos assiettes. Allez vers de la qualité plus que de la quantité pour tout ce qui est protéines animales. Nous avons beaucoup de propositions sur le territoire et vraiment, je vous invite à aller les découvrir. Ça donne envie, je trouve, toutes ces couleurs. Et je vous invite vraiment à aller les découvrir. La nourriture, elle n'est pas faite d'ingrédients, elle est l'ingrédient elle-même. Et j'aime conclure sur cette partie pyramide alimentaire. Donc, ce que je vous ai détaillé, ça rappelle étrangement le modèle alimentaire méditerranéen. On est dans la bonne région pour. C'est un modèle qui a été éprouvé de générations, qui est largement étudié des scientifiques comme étant un modèle phare pour la qualité de l'alimentation, à suivre en tout cas. Donc on retrouve bien sûr l'activité physique, on n'en a pas parlé, mais elle est essentielle. Ne choisissez pas un sport, devenez sportif, trouvez le sport qui vous convient. Là encore, il y a une grande diversité. Il y a énormément de choses à découvrir. Et j'aime comparer cette pyramide alimentaire, aussi la mastication, c'est pareil, on parle beaucoup des micronutriments, comment les avoir dans l'assiette, mais si on ne mastique pas suffisamment, ces nutriments, on ne les assimile pas de la bonne façon. La mastication est fondamentale. Et j'aime comparer donc cette pyramide alimentaire à celle qui est proposée par les industriels.
Globalement, c'est l'exact inverse. On peut retourner la pyramide. Et là où on parle de beaucoup de diversité sur la pyramide de modèles alimentaires méditerranéens, ici, on va être sur une diversité qui se résume à des céréales raffinées, du sucre, du sel, des additifs et des graisses saturées. C'est dommage. C'est dommage de passer à côté de cette grande diversité. Je vous invite vraiment à aller l'explorer. Ça, c'est une étude qui a été faite près d'Imed, qui est très connue, sur justement l'impact du modèle méditerranéen sur la santé. Il y a des tas de bénéfices, uniquement sur la mortalité toute cause, on baisse de moins 23% uniquement avec ce modèle alimentaire. C'est robuste, ça a été fait sur une dizaine d'années. 75% de capacité antioxydante, 62% de capacité cognitive. Et si on collecte toutes les analyses qui ont été faites sur le modèle alimentaire méditerranéen, il y a 13 millions de personnes qui ont été étudiées pour la robustesse et les bienfaits de ce modèle. Il n'est plus à en douter, on est dans la bonne région pour le découvrir. Et je terminerai par cette phrase de Jane Goodall qui nous dit « Nous sommes ce que nous mangeons ». Et je vous invite vraiment à aller justement découvrir là où on peut dire des choses à travers ces différentes conférences qui sont parfois lourdes à porter. Là, on a le vrai pouvoir dans notre assiette. Il est vraiment possible d'agir 3 fois par jour sur le choix des aliments qu'on va mettre dans l'assiette et sur la valorisation des personnes qui les produisent derrière. Donc je vous invite à aller le découvrir et surtout, je vous en souhaite une très belle découverte. Merci. Anne-Sophie Bouville, merci. Ça va être bientôt l'heure du repas et ce sera bien évidemment le moment aussi d'échanger sur ce genre de questions. Mais je vais en prendre une de questions. C'est parti. Vous avez été rapide. Oui, mais il faut être rapide. Merci, vous êtes génial. Voilà, il y a des super aliments qui sont le chocolat, les graines de chia, les épinards, les amandes, etc. Mais qui sont aussi apparemment bourrés d'oxalate. Et est-ce que c'est un sujet ? Voilà, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Et ensuite, simplement, l'adaptation de la nourriture en fonction de l'âge aussi. On a parlé des protéines, en vieillissant. Voilà, je pense qu'il y a des choses qu'il faut qu'on fasse. Oui, tout à fait d'accord et c'est un très bon point. Donc sur la partie âge, forcément, là, j'ai fait des généralités qui devraient être personnalisées. C'est ma pratique aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir une vraie approche au niveau de l'alimentation qui soit selon les personnes et où on peut avoir un vrai effet préventif selon ce qu'on vit et ce qu'on traverse. Est-ce qu'on est sportif ? Quel âge on a ? Comment est-ce qu'on supporte aussi ? Parce qu'on parle des oxalates, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des intestins qu'on appelle poreux, irritables, pour lesquels la légumineuse, clairement, ne passe pas aujourd'hui. Donc il y a des choses à faire. Il faut parfois restaurer cette barrière qui a été inflammée. Et concernant les oxalates, qui sont en fait des antinutriments, on appelle ça des antinutriments, avec les phytates, c'est très présent dans toute la partie végétale, notamment les légumineuses et les oléagineux. Généralement, on va recommander de les tremper déjà pour les détremper. Donc ce que je disais, détremper, c'est faire tremper au moins 12 heures à l'avance pour retirer. Et malgré tout, dans la balance bénéfice-risque de ce qu'ils apportent, ça reste quelque chose qui reste minime. Dans tous les cas, les antinutriments, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont parfois empêcher la bonne assimilation des micronutriments. Donc c'est avoir un contrôle sur nos micronutriments qui manquent beaucoup dans l'assiette aujourd'hui. Et pour beaucoup, on est très carencé sur pas mal de nutriments. Donc c'est avoir cette surveillance, entre guillemets, et avoir cette étape de trempage et de germination qui va là encore permettre de réduire ces problèmes d'oxalate et phytate. Merci beaucoup.